Existe-t-il une politique économique idéale qui ferait une nation idéale? C'est ce qu'on va déterminer. Peut-être que le mot idéal est un mot excessif, mais des sociétés qui sont des sociétés qui permettent aux individus de s'épanouir, et de s'épanouir de manière durable. Et tout le samedi sera consacré à essayer de définir ce type de société, avec le dimanche l'idée qu'un pays isolé, cas de la France évidemment, ne peut pas réellement réussir. Donc tout ceci se fait dans le cadre de coopération mondiale, évidemment sur l'aspect financier, coopération politique et politique économique en Europe. Et puis on terminera en se disant, au fond, dans cette évolution du monde, qu'est-ce que devient la France, qu'est-ce qu'elle pourrait donner, avec, j'espère, des conclusions positives. Les rencontres économiques, c'est un lieu d'échange et de réflexion ouvert au public, c'est important. Pour avoir juste quelques chiffres, entre 200 et 250 intervenants venus d'une quarantaine de pays, 60% sont des Français, 40% des étrangers, et peut-être 4 000, 5 000 spectateurs qui viennent entre les 2 jours et demi de réunion qui participent à telle ou telle session. Donc c'est devenu vraiment un événement très important, clos par une déclaration finale qui est la position du service économiste sur les sujets qui sont en jeu. Et là, il s'agira de voir qu'est-ce qu'on propose pour le monde, qu'est-ce qu'on propose pour l'Europe, qu'est-ce qu'on propose pour la France. Est-ce que la stratégie extérieure de la France doit passer uniquement et entièrement par le niveau européen? Sur les questions commerciales, c'est évident. L'Europe, en tant que telle, est un acteur craint dans le monde. On veut faire des accords de libre-échange avec l'Europe parce que c'est un grand marché. L'idée, ce serait que l'Europe soit aussi un acteur respecté dans le domaine de la finance ou dans le domaine du climat. On n'y en est pas encore tout à fait. Mais il y a d'autres domaines où la France peut aussi pousser un peu ses valeurs, des domaines culturels. Donc là, la francophonie, par exemple, peut être une aire d'influence très intéressante. Comment est-ce que l'on peut combiner attractivité fiscale et redistribution des richesses? Ça, c'est la grande question. Donc, effectivement, une fiscalité faible attire les capitaux étrangers, attire les talents, c'est une évidence. Maintenant, on voit qu'une fiscalité soit injuste, soit perçue comme injuste, ce qui n'est pas forcément tout à fait la même chose, eh bien, peut conduire à un blocage du pays par rapport à des réformes, par rapport à des évolutions. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que, probablement, dans les années à venir, il faudra trouver un moyen de maintenir une fiscalité équitable, notamment en haut de l'échelle des revenus, du revenu du capital comme revenu du travail, de manière à permettre de maintenir un développement harmonieux du point de vue social. Maintenant, cette question est loin d'être évidente, puisqu'on voit que les populations elles-mêmes, les classes moyennes elles-mêmes, votent pour moins d'impôts. Donc comment réaliser cela avec une population qui est plutôt pour un désengagement de l'État et en même temps la nécessité d'assurer ce développement harmonieux? Les décideurs nationaux disposent-ils encore d'outils de politique économique qui leur sont propres? Ils en ont beaucoup plus qu'ils ne le prétendent parfois et qu'ils n'utilisent pas toujours. Pour prendre un exemple, lorsqu'on dit que peut faire un pays pour la croissance, eh bien, il peut avoir une politique d'éducation qui favorise la croissance, il peut avoir une politique au regard de la concurrence, des conditions de la concurrence entre entreprises qui favorise la croissance, il peut avoir un marché du travail qui favorise la croissance. Donc il y a toutes sortes d'outils qui existent au niveau national et le fait qu'il y ait des limitations, il y a évidemment des limitations sur les politiques commerciales, sur les politiques financières, sur les politiques macroéconomiques pour les pays européens qui sont engagés dans le cadre de l'euro. Le fait qu'il y ait ces limitations ne veut pas dire que les États soient sans outils, sans capacité d'agir. Ce à quoi il faut s'accoutumer et qui est souvent difficile, c'est le fait de dire il y a des choses qu'on peut faire dans lesquelles on a une maîtrise très forte au niveau national et il y en a d'autres qui sont passées à d'autres niveaux. Et donc, l'idée de la plénitude des instruments de politique publique entre les mains d'un seul décideur, c'est un peu le Graal qui représente une situation qui a existé hier, qui n'existe plus aujourd'hui. Le protectionnisme représente-t-il un risque croissant pour les économies contemporaines? Le protectionnisme
On la craint après le choc de 2008. On a craint qu'il se reproduise ce qui s'était reproduit dans les années 30. On en a vu très peu de manifestations. Alors les négociations commerciales multilatérales ne vont pas bien, mais il y a des négociations commerciales régionales ou bilatérales qui se sont développées et on n'a pas vu de manifestations flagrantes du protectionnisme. Ce qui est clair, néanmoins, c'est qu'aux États-Unis, la campagne électorale donne un ton qui est assez différent de ce qu'on a vu dans le passé, avec une mise en cause des accords commerciaux qui est plus forte. On a également en Europe des réticences à l'égard des accords commerciaux, notamment transatlantiques. Donc il y a des tensions. Et il serait très exagéré de parler d'un retour du protectionnisme. Je crois qu'il ne faut pas crier au loup systématiquement, comme on l'a fait trop souvent, comme le font souvent les spécialistes du commerce international qui ont un peu trop tendance à crier au loup. La réalité, c'est que s'il y a ralentissement du commerce mondial, en fait, c'est très peu pour des raisons liées au protectionnisme, c'est beaucoup plus lié à des questions qui tiennent à la composition de la croissance, à l'intensité de l'investissement, à l'épuisement du modèle des chaînes de valeur, enfin de la croissance des chaînes de valeur. Donc c'est plus des facteurs structurels que des facteurs politiques. Quelles sont les spécificités économiques de la culture ? D'abord, il y a beaucoup de biens uniques dans la culture, c'est-à-dire des biens qu'on ne peut pas reproduire. Il y a une seule Mona Lisa, un seul déjeuner sur l'herbe, etc. Donc ça, c'est une première chose. C'est très spécifique, ça veut dire qu'on va avoir un rapport particulier au prix des œuvres. Mais même lorsque les œuvres sont reproductibles, le risque est d'une autre nature que pour d'autres biens. Ce sont des biens aussi qui incorporent du droit d'auteur, de la création, de la diversité culturelle, et avec en arrière-plan, sans doute, une volonté, dans certains pays, en tout cas comme le de protéger d'une certaine manière la culture. On parle aujourd'hui beaucoup de l'impact du numérique, créateur de valeur culturelle ou économique. C'est toute l'importance de la disruption. C'est arrivé très précocement dans la culture avec l'industrie de la musique qui a perdu pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires en quelques années du fait du numérique. Donc le numérique, il est à la fois destructeur de valeur, c'est incontestable, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Il peut être destructeur d'emplois, il induit la désintermédiation. Je dirais que c'est le mauvais côté, entre guillemets, mais d'un autre côté, c'est un outil de démocratisation, de diffusion extrêmement important. Et puis il y a ce qu'on appelle les effets de longue traîne, c'est-à-dire la possibilité pour, par des petits tirages, de trouver leur public virtuellement et finalement d'être amorti. Ça peut être par exemple un livre qui a quelques lecteurs dans différents pays et grâce au numérique, on rassemble virtuellement ce lectorat. Quelle bonne protection sociale proposer aujourd'hui aux artistes? Faut-il intégrer ce coût dans le prix des œuvres culturelles? C'est un sujet très difficile. En France, on a une protection qui est particulièrement grande, ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, qui est coûteuse. Elle représente un déficit qu'on évalue, alors il y a différentes manières de l'évaluer, mais entre 300 millions et 1 milliard, donc c'est beaucoup d'argent pour une centaine de milliers d'intermittents, mais d'un autre côté, c'est d'une certaine manière une subvention indirecte au spectacle vivant qui est... on le sait depuis les travaux de l'américain William Baumol, qui est un secteur d'activité qui ne dégage pas des gains de productivité, qui est extrêmement fragile. Et donc on a inventé ce système de protection assez spécifique en France, coûteux mais assez efficace aussi, et autour duquel il y a très régulièrement des polémiques. En tout état de cause, il faut intégrer bien entendu le coût du travail au prix des œuvres, et dans le coût du travail, il y a la protection sociale.